Donc, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment très, très contente d'être ici. Je suis toujours très heureuse d'être dans des colloques, mais on dirait que depuis 2020, là, je suis encore plus heureuse à chaque fois qu'on a l'occasion de se voir. Donc, je vais commencer par faire un petit peu de contexte à la présentation d'aujourd'hui. C'est une présentation où je vais offrir quelques réflexions qui sont tirées d'un livre qui se presse avec les presses de l'Université de Montréal. Ce sont des réflexions qui sont tirées aussi de ma thèse de doctorat et de mon post-doctorat. Les recherches que je présente aujourd'hui ont été menées avant la pandémie, mais comme pour plusieurs phénomènes, la pandémie est venue un peu confirmer certaines observations que j'ai faites dans mes études doctorales et je remercie par ailleurs le CRSH et le partenariat de recherche Réinventer les politiques soins et travail qui ont aidé à financer mes travaux. Donc, je vais aborder aujourd'hui un sujet extrêmement délicat parce que c'est un sujet qui va pas tellement bien avec l'égalité. Je vais parler de fécondité. Et je vais marcher un petit peu sur des œufs, vous allez vous en rendre compte. Il va y avoir beaucoup de nuances. Je suis en train d'écouter La Servante écarlate, puis là, mon cauchemar, c'est qu'il y a des gens qui fassent des parallèles entre des scènes de La Servante écarlate puis ce que je vais présenter aujourd'hui. Bon, alors voilà. Les mesures de la thèse que je défends, l'idée principale que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est que les mesures de conciliation emploi-famille qui soulagent les femmes d'une partie du travail de soins, comme les services de garde et les congés de paternité, je n'ai pas dit les congés de maternité, paternité, ont un effet positif sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Jusque-là, ce n'est pas très controversé, mais c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Et ils ont un effet inattendu sur les naissances. Alors, pourquoi je veux vous parler de naissance et de fécondité? Parce que, comme je disais, c'est un sujet assez délicat quand on est féministe. Mais quelques observations. On sait, après recensement, que la situation du français est fragilisée, tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. On sait qu'au Québec, comme ailleurs, on a une population vieillissante. On a présentement des besoins en main-d'œuvre, mais on risque d'en avoir aussi dans les prochaines années. Il y a la question de la pérennité des programmes sociaux. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio, la télévision, depuis quelques jours, on entend beaucoup parler là, de l'espèce d'inquiétude avec on veut augmenter la population du Canada à 100 millions, puis qu'est-ce qui va avec les francophones, qu'est-ce qu'on va... Bon, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la survie de la nation. Et ce que je veux suggérer aujourd'hui, c'est qu'une légère montée, et là, je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent devenir des servantes écarlates, une légère montée de la fécondité pourrait constituer une piste de solution pour remédier à ces enjeux à long terme. La raison pour laquelle je suggère cette idée-là, qui peut sembler conservatrice, mais qui ne l'est pas, c'est surtout d'abord et avant tout, parce que les études montrent, tant au Québec, au Canada qu'à l'international, que les intentions de fécondité ne sont pas réalisées. Donc, pour être bien clair, ce que je ne suggère pas aujourd'hui, je ne suggère absolument pas, un peu comme Mme Descaries l'expliquait ce matin, de nourrir chez les petites filles le désir d'avoir des enfants. Je ne suggère pas qu'on devrait vraiment essayer là, de faire un processus de socialisation différenciée. Je ne suggère pas non plus d'offrir des primes à la naissance. Je vais en parler dans quelques instants. Ce n'est pas ça que je suggère. Pas du tout. Okay? Donc, maintenant que c'est dit, je suis très contente que discuter de fécondité, c'est un terrain miné avec plusieurs pièges à éviter. Donc, on sait qu'historiquement, au Québec, mais pas seulement au Québec, dans l'ensemble des pays industrialisés, le mariage et la transition à la maternité, si on parle dans le cas du Québec, là, signalait le glas d'égalité entre les hommes et les femmes. On peut penser avant 1979, quand les femmes tombaient enceintes, elles ne pouvaient même pas avoir un congé de maternité, elles étaient forcées de quitter leur emploi. À l'époque, dans les années 50, 60, 70, en fait, jusqu'au tournant des années 2000, on parlait plus ou moins de services de garde. On en parlait, mais on n'avait pas de politique en place. Donc,
Et avant 1964, les femmes mariées n'avaient même pas la possibilité de signer de contrat et de faire de transactions financières. Donc, on sait que, historiquement, le moment où les femmes se mariaient, où elles avaient des enfants, c'était la fin au niveau des petits acquis qu'elles avaient. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que l'égalité et la maternité sont nécessairement deux idées inconciliables? Et la réponse que j'aimerais suggérer, c'est que ce ne l'est pas toujours. Et il faut continuer à travailler pour que ça ne le soit plus du tout. Et là, on est dans l'espoir puis dans un travail de longues années, mais c'est ce que je suggère aujourd'hui. Même si on veut faire de la maternité et l'égalité deux idées qui ne sont pas inconciliables, on sait, et la recherche le montre, que la transition à la parentalité, c'est vraiment un moment clé dans l'édification des inégalités de genre. Maintenant, surtout, si on prend dans le cas du Québec, on sait que la majorité des enfants aujourd'hui, des bébés, naissent de parents non mariés. Donc, ce n'est plus tant le mariage qui vient structurer les inégalités, mais c'est vraiment l'arrivée du premier enfant. Et ces inégalités-là vont être accentuées, vont s'exacerber quand on augmente le nombre d'enfants. D'un point de vue historique, on sait, dans l'ensemble des pays industrialisés, et encore une fois, c'est le cas aussi au Québec, que la chute de la fécondité est associée à l'arrivée des moyens de contraception, à la planification des naissances. Donc, dans le cas du Québec, là, fin des années 60, utilisation de la pilule contraceptive, décriminalisation de l'avortement qui va arriver un petit peu plus tard, la hausse du divorce au Québec, on parle de 1968, la baisse du mariage des années 60-70, la croissance de la cohabitation et des naissances hors mariage. Donc, on sait que d'un point de vue historique, la fécondité a chuté parallèlement à ces autres phénomènes-là. Ces phénomènes-là, dont je vous parle ici, on réfère souvent à ces phénomènes démographiques-là comme étant associés à la deuxième transition démographique. Donc, les gens ont des bébés plus tard, ils en ont moins parce que les familles sont plus instables, etc. Maintenant, on sait que la plupart, en fait, la totalité, tous les pays industrialisés sont déjà franchis la deuxième transition démographique, mais il y a des différences importantes dans la fécondité. Il y a de grandes différences, par exemple, entre la Grèce et l'Italie et la Suède et les États-Unis, et peut-être pas dans le sens que vous pensez. Donc, on sait que tous les pays sont entrés dans la transition démographique, mais il y a quand même des différences importantes. Et il y a des différences aussi entre le Québec et le reste du Canada. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences-là? Si on regarde dans une perspective comparative, on sait que depuis le tournant du millénaire, la perte d'emploi, les ralentissements économiques sont associés à une baisse de la fécondité. Donc, quand on fait une recherche comparative, une recension des écrits, on pourrait penser que, si l'économie va moins bien, les femmes vont en profiter pour faire des bébés, si elles n'ont pas d'emploi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est exactement le contraire. Quand l'économie plante, les naissances chutent. On sait aussi que les pays plus conservateurs, comme la Grèce et l'Italie, les pays où on pense que la famille est très importante, présentement, ce sont les pays dans le monde où la fécondité est la plus faible. Alors, cette idée-là de la famille, ça veut dire que la famille n'est pas importante? Non, mais ce sont les pays où la fécondité est vraiment extrêmement problématique. On sait aussi que la fragilité des unions n'est pas un prédicteur fiable de la fécondité. Si on regarde en Suède, si on regarde aux États-Unis, les unions sont très instables et on fait des bébés. Et si on regarde en Grèce, si on regarde en Italie, en Espagne, beaucoup de mariages, peu de divorces, pas de bébés. Et finalement, on sait que les effets directs des mesures de soutien à la famille sur les naissances sont difficiles à mesurer. Pourquoi? Bien parce que la société, c'est très, très difficile d'avoir des modèles de cause à effet parce que ces mesures-là, quand on introduit des mesures spécifiques, bien, il y a un contexte institutionnel qui dépasse l'introduction de la mesure. OK, donc voici les idées originales que je développe depuis plusieurs années. On n'est pas capable de dire de manière très précise, si vous mettez des services de garde, boum, la fécondité va augmenter de 0,1. On n'est pas capable de dire, congé de paternité égale 0,08. Mais on est capable de dire, quand on regarde l'ensemble du contexte institutionnel d'une société, que
les endroits, les nations, les pays qui favorisent la conciliation emploi-famille, les pays qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes, sont également les pays où la fécondité ne chute pas à de très bas niveaux. Quand je dis ne chute pas à très bas niveau, je ne suis pas en train de vous dire que dans ces pays-là, on a 3-4 enfants en moyenne. Okay? Je suis en train de vous parler de 1,7 à 1,8, ce qui est quand même beaucoup plus qu'un 1,4. Okay? Parce qu'on a chuté à 1,4 au Canada en 2020, puis c'est ce qu'on a dans plusieurs pays d'Europe du Sud. Alors, mes travaux ont permis de développer un concept qui est un outil conceptuel pour évaluer les effets des politiques de conciliation sur les mamans. Et ce concept, c'est celui de la dématernalisation des soins. Donc, la dématernalisation des soins, c'est la mesure par laquelle les femmes sont capables d'enlever une couche de soins des enfants puis de les diriger vers leur conjoint ou leur conjointe, les grands-parents et les services de garde. Autrement dit, c'est la mesure par laquelle les femmes peuvent être soulagées d'une partie du travail de soins. Évidemment, on n'est jamais complètement soulagé, là. Puis je pense que tout le monde, la plupart des gens aiment leurs enfants puis veulent les coucher le soir et passer du temps avec eux. Mais en tant que maman de 3 enfants, j'apprécie beaucoup l'aide, toute l'aide que je peux avoir. Donc cette idée-là de dématernalisation des soins, je suis venue la greffer à une théorie qui a été développée par un démographe australien qui s'appelle Peter McDonald, une théorie qui a été développée au tournant des années 80-90 pour expliquer la chute de la fécondité. Et Peter McDonald dit à peu près ceci, il dit dans les pays où, au moment où les femmes ont un bébé, leurs opportunités s'effondrent, sur le marché du travail, et elles deviennent finalement vraiment responsables de tous les soins des enfants, bien, ce sont des pays où la fécondité chute. Pourquoi? Bien, parce qu'on est, je vais paraphraser Trudeau il y a quelques années, là, parce qu'on est en 2023, parce qu'on est en 2019 ou 2020, les femmes, lorsqu'elles ont le choix entre avoir plein d'enfants et une autonomie financière et être actives sur le marché du travail, ce qu'on constate, c'est qu'elles veulent être sur le marché du travail et qu'elles sont prêtes à sacrifier, elles sont prêtes à ne pas réaliser leurs intentions de fécondité. Donc, cette théorie-là, appliquée au Québec, dans les présentations de ce matin, je n'ai pas entendu beaucoup parler d'équité, mais beaucoup plus, je pense qu'au Québec, on est beaucoup plus dans l'égalité que dans l'équité, beaucoup plus dans, on veut que les hommes et les femmes aient des parcours similaires plutôt que différents. Donc, au Québec, lorsque les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes et que la venue d'enfants affecte peu l'égalité entre les genres, la fécondité ne chute pas à des niveaux très bas. Autrement dit, les politiques dématernalisantes ont un effet inattendu sur les naissances. Donc, quand on regarde dans une perspective des années 60, des années 70, les femmes ont eu plein de nouvelles opportunités. Hein. Elles ont commencé à signer des documents légaux, elles ont pu gagner le marché du travail, mais en même temps, elles étaient responsables presque entièrement du soin des enfants. Donc, le deuxième chiffre, la double journée de travail, c'est quelque chose qui était très lourd. Donc, ce que cette théorie-là permet de faire, c'est d'aller au-delà de dire, bien oui, la fécondité chute parce que les femmes prennent la pilule. On le sait, ça. Mais au-delà de ça, ça nous permet de théoriser un peu le contexte dans lequel les femmes ont des enfants. La théorie d'équité des genres, de l'égalité entre les genres, c'est une théorie qui est fondamentalement comparative. Donc, dans mes recherches, j'ai comparé d'un point de vue historique le Québec des années 60, 70, 80, 90, avec, donc dans une perspective historique et aussi dans une perspective Québec, Canada et Québec, ce qui se passe ailleurs. Si on regarde au niveau de la politique familiale, alors, je vais prendre quelques raccourcis, mais je veux simplement faire un petit rappel. Au Québec, dans la fin des années 80, on a eu une politique nataliste, une politique dont l'objectif premier, c'est de faire naître des enfants. Et comment est-ce qu'on faisait naître des enfants? Bien, on payait les femmes à la production.
Donc, c'est un peu c'est un petit raccourci, mais on offrait pour chaque enfant un chèque. Donc, premier bébé, 500 $, deuxième bébé, 500 $, troisième bébé, c'est celui qu'on veut voir naître, 3 000 $. Donc, 3 000 $ en 1988, avec l'inflation, je ne suis pas certaine de combien ça fait, mais c'est en haut de 10 000. Et là, le gouvernement a dit, ben, c'est magnifique, mais les femmes ne font pas assez de bébés. En 1992, le gouvernement a dit, on ne leur offre pas 3 000, on va leur offrir 8 000 à partir du 3e, du 4e, du 5e, bon, etc. Donc, la politique familiale de 1988, c'est une politique où on veut faire naître des bébés en offrant un cadeau ponctuel. Une fois que le bébé est là, puis qu'il a 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de service de garde, là. Fini. Tu as eu ton chèque, pouf, c'est fini. Il n'y a pas de congé de paternité. Il n'y a pas d'incitatif pour que papa change les couches. Un chèque, tu t'arranges avec ton bébé. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que oui, je vais juste, je n'ai pas 92, mais on a vu que la fécondité a augmenté un petit peu en 1988. Mais si on regarde par la suite, 95, 96, 97, ça continue à descendre. Et en fait, à partir de 1992, où on en parle les chèques les plus importants, la fécondité a planté. Donc, ça ne semble pas fonctionner. Est-ce que c'est le bébé bonus le problème? Difficile à dire, mais ce n'est pas un contexte général, institutionnel qui favorise la conciliation emploi-famille. Arrive 1997, nouvelle politique familiale qui est toujours en place, mais qui a eu des changements assez importants. 2 programmes forts. La mise en place d'un réseau de services de garde qui est imparfait, qui ne réussit pas à combler la demande, mais qui existe. Et la promesse de prestations parentales plus accessibles, plus généreuses, avec à la clé un congé pour papa, ce qui n'existe pas à nulle part ailleurs au Canada. Cette promesse-là a été concrétisée en 2006. Cette politique permet une dématernalisation. Elle crée un contexte où on envoie un signal clair que les enfants, ce n'est pas juste les femmes qui en sont responsables. Ça prend un village, puis les pères font partie du village. Et donc, on voit à partir de 2006 une légère montée de la fécondité. Et pour la première fois depuis 2006, la fécondité est plus élevée au Québec qu'au Canada. Je vous donne ici, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous donne quelques chiffres qui ne vous surprendront pas. C'est des choses que vous savez probablement instinctivement. Un simple rappel, le Québec a été absolument précurseur pour la mise en place du réseau. Encore là, je ne me mets pas la tête dans le sable, je connais les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes avec le réseau de services de garde, mais on oublie quand même qu'on a beaucoup d'avance par rapport au reste d'Amérique du Nord. Puis, dès le début des années 2000, on voit que les sommes qui sont injectées pour les services de garde sont beaucoup plus importantes au Québec qu'en Ontario. Vous avez ici la proportion d'enfants de moins de 5 ans qui fréquentent un service de garde qui est reconnu par le ministère. Mon étude portait de 1960 à 2010, c'est pour ça que je n'ai pas les données plus récentes, mais si vous questionnez par rapport aux données les plus récentes, on est autour de 64 qui sont des enfants d'âge préscolaire qui fréquentent un service de garde qui est reconnu. Et finalement, l'autoparticipation des pères et des mères au RQAP, j'en dirai pas beaucoup parce qu'on a quelqu'un qui va nous parler des prestations parentales dans quelques minutes, mais la politique familiale permet l'implication des pères. Et devinez quoi? Les pères le prennent, le congé de paternité. Ils le prennent. Pour le congé parental, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail parce que les femmes continuent de considérer que c'est leur congé parce qu'elles disaient, bon, il y a encore du travail à faire, mais les hommes prennent le congé de paternité et ils y croient. En résumé, la prévalence du divorce, du mariage et des naissances hors mariage ne sont pas, ça ne prédit pas comme il faut la fécondité. Un contexte institutionnel qui soutient la dématernalisation des soins par l'entremise de mesures de conciliation emploi-famille favorise l'égalité entre les hommes et les femmes et empêche la fécondité de chuter à des niveaux dramatiquement bas. En fait, ce que j'aimerais suggérer, c'est vraiment que il y a juste du positif à l'égalité. On ne s'attendait pas à ça. Et l'idée, évidemment, n'est pas d'instrumentaliser l'égalité, mais c'est un argument de plus dans la boîte à outils. Au niveau des limites,
Je suis bien consciente que lorsqu'on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, on a eu des présentations qui étaient très parlantes là-dessus. C'est certain qu'il y a d'autres mesures quand on parle de lois qui viennent sur l'harcèlement sexuel, sur les droits reproductifs. Ce ne sont pas des lois des règlements qui ont un effet sur la dématérialisation des soins. Donc, parler de dématérialisation des soins, c'est encore là un outil dans le coffre à outils. Il faut aussi noter que des initiatives favorables à l'égalité entre les genres n'entraînent pas systématiquement une dématérialisation des soins. Donc, c'est beau avoir des congés parentaux que les hommes peuvent prendre, mais encore faut-il qu'ils le prennent. C'est formidable, les services de garde, mais il faut que papa se rende au CPE et je crois que les hommes le font, ceci étant dit. Donc, l'égalité entre les genres ne constitue pas une panacée, ni une solution facile qui permettrait aux femmes et aux couples d'avoir davantage d'enfants, mais c'est un élément de plus qui peut aider à convaincre les décideurs qu'on n'a rien à perdre à avoir une société qui est plus égalitaire. Voilà. J'ai oublié une dernière chose parce que j'ai peur de ne pas avoir la question. C'est parce que j'ai la réponse. Je pense que j'ai encore 30 secondes. Ce matin, j'ai 3 minutes, OK, mais je vais quand même, je vais le dire rapidement, c'est que ce matin, on a posé la question, on part de où? On fait quoi? C'est quoi notre pogne là, pour essayer d'avoir une société plus égalitaire? Puis, je pense qu'on a eu des réflexions intéressantes au niveau peut-être de la socialisation différenciée, de l'éducation. Et je veux en soulever une dernière qui est beaucoup discutée dans les cercles internationaux qui se penchent sur l'utilisation des prestations parentales, c'est d'obliger, rien de moins, obliger les hommes à prendre des prestations de paternité à la naissance de leur enfant. Donc, ça semble un peu fort, mais ça envoie un message clair et la recherche nous dit que quand les hommes prennent les congés de paternité, devinez quoi? Ça a un effet à long terme. Ils savent quoi mettre dans le sac de couche. Okay? Ils sont capables de savoir évaluer si leur enfant est malade ou pas. Ils développent des compétences parentales et ça rend les couples plus heureux et ils divorcent moins. Ça, c'est les dernières recherches. Donc, voilà. Merci.